En première partie, donc, j'ai invité Jean-William Toury, qui est donc le manager et le parolier de Bijou. Bijou a sorti un coffret de 4 CD. Et il va aussi nous parler du rock'n'roll et des attentats par rapport au rock'n'roll. Et après, il y aura donc Marc Davy pour son album Paris-Rio, voilà, que je vous montre maintenant. Je vais donc immédiatement rejoindre Jean-William Toury. Voilà. Bonjour Jean-William. Ça va, Jackie. Enfin, ça va. Oui. Bon. Salut. Oui. Alors donc, avant de parler de Bijou, on va quand même parler de ce qui s'est passé vendredi. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'attentats comme ça dans les concerts de rock'n'roll? Parce qu'il faut dire aussi que tu es quand même journaliste rock depuis longtemps, Oui. Hein, depuis plusieurs décennies, on va dire. Depuis 72. Depuis 72. Alors, est-ce que tu as connu des attentats d'une telle non. arrogance, d'une telle cruauté dans les concerts de rock? Il y a eu des morts à Woodstock, à Altamont, bien sûr. Il y a eu des Altamont, c'était le concert des Stones, c'est ça? Oui. Il y a eu des morts à un concert des Who à cause de la bousculade, plusieurs morts. Donc c'était à chaque fois des catastrophes. Mais autant que je me souviens, j'ai jamais eu vraiment un attentat comme ça perpétré de manière tout à fait volontaire et décisive. Donc il y a eu des morts, mais c'était dû à quoi? Aux mauvaises organisations, surtout des bousculades. Ouais. Ok, alors comment tu expliques tout ça, le Bataclan, cette espèce de... Oui. Je n'ai pas compétence pour expliquer, mais j'ai bien l'impression quand même que les cibles choisies correspondent à un symbole de notre société. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont ciblé la jeunesse, non? Oui, il y a encore le loisir tel qu'on le voit en Occident, c'est-à-dire le football déjà où il y a beaucoup d'argent, c'est une sorte de religion, c'est la liesse populaire. Oui. C'est déjà un peu à part, mais ça correspond quand même à quelque chose. Les terrasses de café où on boit de l'alcool, là c'est très interdit. Tu parles par rapport aux djihadistes, c'est ça? Voilà, où les gens des sexes opposés peuvent se rencontrer. Oui. C'est interdit. C'est vrai que les sexes opposés n'ont pas le droit de discuter, de se parler. Ni même de boire à la même terrasse. D'accord. Ok, donc il y a le match de foot, les terrasses de café. Et alors, évidemment, là c'est le pompon, le Bataclan. Oui. Puisque c'est à la fois le rock'n'roll, qui est vraiment la décadence occidentale incarnée. Oui. En plus, par un groupe américain. Oui. Je crois que là, on cumule. Donc, à la limite, ça t'a pas trop étonné? Enfin, je veux dire, le parcours des... Si, ça m'a étonné, surpris, mais... Non, mais je veux dire... Après coup, si c'est ça. Après réflexion. On veut lire le choix des cibles, sans prêter trop d'intelligence aux personnes en question... Ils n'en ont pas, je pense. Oui. Ça ne me permettrait pas. Oui, d'accord. En tout cas, ceux qui les manipulent ont probablement choisi volontairement des symboles de la société occidentale telle qu'on la conçoit. Alors ce groupe d'ailleurs, Eagles of Death Metal, c'est pas du tout un groupe de métal comme ça? C'est ni les Eagles ni du Death Metal. Oui. C'est un nom qu'ils ont choisi un peu par provocation ou pour rire. C'est ce qu'on appelle du stoner. C'est-à-dire? Du stoner, c'est un peu stone, un peu fumeur de joint, un peu blues hard. C'est californien. Enfin, donc c'est pas un hasard si les kamikazes sont allés au Bataclan pour ce groupe? Parce que c'est un peu toute génération, ou alors c'est plutôt les jeunes ou... C'est un groupe qui vise un relativement large, mais ça reste beaucoup aux trentenaires. Oui, ok. Donc tu penses que c'est... Oui. Est-ce qu'ils ont choisi le Bataclan parce que c'était sur leur route ou parce qu'ils ont vraiment ciblé ça? Non, je pense qu'ils ont ciblé. Ils l'ont ciblé, c'est pas parce que c'était sur leur route. En plus, une salle qui était qui était pleine. Oui, qui était pleine, parce que c'est un groupe très populaire. Un groupe très populaire, qui est suivi par beaucoup de gens, Donc ceci explique cela, quoi. Oui. Alors au Bataclan, en 1972, il y a eu un concert de MC5 qui a été un peu saccagé par les Hells Angels. Oui. Est-ce qu'il y a eu des morts? Je précise que l'emploi du mot Hells Angels doit être pris avec précaution parce que les Hells Angels en France n'existent que depuis 1981. Ah d'accord. Donc c'était des bandes qui étaient proto-Hells Angels, disons, en esprit. Et apparemment, ils en voulaient à l'organisateur ou aux gens de la Sono, je ne sais pas. Et le concert venait de débuter, ils sont rentrés par les portes principales qui sont donc derrière le public. Oui. Et quand ils sont arrivés, ça a provoqué une panique totale. Tout le monde s'est allé vers les portes. Tu y étais? Oui, j'y étais. Ouais. Les portes de secours, devant ça. Moi, je me suis réfugié derrière des amplis. Oui. Oui, je m'en souviens très bien. Et c'était une panique totale, j'imagine, avec des mitraillettes, ce que ça peut être. C'était juste des gens qui sont arrivés de manière... brutale. Il n'y avait pas d'armes? Peut-être des armes blanches ou non? Enfin, dans la panique, non, il n'y avait pas d'armes. En tout cas, personne n'a tiré. Et déjà, c'était une grosse panique. Ils ont cassé la sono. Ah d'accord, ok. La table de mixage. Et tout le monde s'est enfui après. Est-ce que le concert a été interrompu ou il a repris? Ah oui, non, ça n'a pas repris. Ça n'a pas repris. C'était en 72, ça, c'est ça? Oui, le groupe est passé dans l'émission Pop 2, je crois. C'est ça, l'émission Pop 2, présentée par l'enfant Ker. Voilà, ok. Alors, le Bataclan, c'est quand même une salle mythique. Il y a eu des concerts. Très ancienne salle, ça fait 150 ans que ça existe, je crois. Oui, je crois. C'était un cabaret au départ, non? Oui, c'était un bal populaire. Un bal populaire. On faisait de l'accordéon.
Alors, j'ai lu que les murs étaient classés monuments historiques. Est-ce que tu le savais, ça? Non, je ne savais pas. Oui, j'ai lu ça, ouais, voilà. C'est une jolie salle. Il y a souvent eu des concerts excellents, très chauds. C'est là qu'on a vu les Ramones. Ça s'est très mal passé, les Ramones. Ça, j'y étais aussi. Très bien. Hein. Oui, c'est très hot avec les Talking Heads, c'est ça. Ouais. Et plein d'autres. J'ai relevé Bashung, Lou Reed, Prince. Le groupe français qui s'appelle Oberkampf. Il s'appelle Oberkampf parce que c'était la station de métro à laquelle il descendait pour aller au Bataclan. Oui, il s'appelle Oberkampf pour ça. Oui, d'accord. C'est un lieu marquant pour les sons qui aiment le rock, enfin. Alors j'ai vu que le co-gérant, qui s'appelle donc Dominique Rovert, a dit qu'il voulait rouvrir la salle très très vite. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, parce que rien n'est de la faute du Bataclan là-dedans. Ouais. Le nom n'est pas entaché de... Ouais. Voilà, ce sera toujours un souvenir triste et douloureux, dramatique, mais il n'y a pas de raison que le Bataclan n'ouvre pas comme les autres salles. Mais alors, j'ai lu aussi que la salle organisait des galas et des conférences israéliennes. Tu penses que ça a un rapport par rapport au... Là, tu m'en demandes beaucoup. Je suis pas non, mais je voulais avoir ton avis. Papier des djihadistes. Oui. Non, je pense pas. Non. Tu penses pas, quoi? Je ne sais pas. Là, sincèrement, ce serait ridicule de ma part de répondre. Non, je ne sais pas. Donc c'est bien que le Bataclan rouvre et que ça continue et que... Bien sûr, comme l'Olympia, comme partout. Ouais. Alors, pour toi, le rock'n'roll là-dedans, il n'est pas... ça peut continuer? Tu ne penses pas qu'ils ne sont pas en danger? Ça redonne une sorte de vigueur. Par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Ça redonne une sorte de vigueur au rock'n'roll. C'est-à-dire, à partir du moment où on le met en opposition à l'obscurantisme religieux, le fanatisme, du coup, le rock'n'roll redevient un véhicule de rébellion, de liberté, de joie de vivre. De joie de vivre, ok. Donc tu penses que la nature libertaire du rock'n'roll est mise en exergue par ces gens-là. Pour toi, le rock'n'roll, c'est la liberté? Ah oui, quand même. Oui, je pense que le rock'n'roll participe à faire tomber le mur de Berlin, etc. Oui, bien sûr. Et en 2015, tu penses que le rock'n'roll, c'est toujours un peu borderline ou... Bon, c'est devenu un mot générique pour plein de choses. C'est ça, voilà. Mais là, les événements dramatiques lui redonnent ce sens un peu. Donc c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Je n'irai pas jusque-là. Je préférerais m'en passer. Je préférerais s'en passer. On aurait pu s'en passer quand même, non? Bah, merci Jean-William. Mais c'est moi qui te remercie, Jacques. Bon, maintenant on va passer à ton actu. Hein? Donc c'est un coffret de bijoux. Oui. Alors on va resituer quand même bijoux. Est-ce que tu peux resituer le bijoux? Oui, c'est un groupe français qui s'est formé en 1975, juste avant l'explosion punk, donc, qui était plutôt dans la mouvance pub rock, Dr. Feelgood, etc. Rockpile, et qui a toujours fonctionné en français, avec des textes français, qui a enregistré 6 albums chez Philips, qui est un label qui appartient à Universal maintenant. Et ça, ce sont 4 des 6 albums dans un petit coffret qui sortent. Le coffret sort avant Noël. C'est mieux pour vous. Oui, donc toi, tu étais le producteur, non? J'étais, oui, parolier, réalisateur, parolier et manager. Et manager. Ce qui se fait plus maintenant, non, dans les groupes de rock, d'être parolier, manager et réalisateur? Si, tout existe, je sais pas. Par exemple, dans Procolarum, ils ont toujours estimé que leur parolier faisait partie du groupe. Ah, d'accord. Mais toi, tu faisais partie du groupe d'office à la création. Et j'allais à chaque répétition, chaque concert, sauf si j'avais autre chose à faire pour eux. Mais tu étais un peu leur mentor, non? Mentor. Oui, mentor. Ok. Dictateur artistique, on appelle ça. Dictateur artistique, ok. Alors, c'est quoi ton application dans ce coffret? Malheureusement, Universal a fait rentrer ces 4 albums du bijou dans une série qui est formatée déjà. C'est-à-dire c'est des petits coffrets avec 4 albums, quel que soit l'artiste. Que ce soit Nana Mouskouri ou La Souris déglinguée, c'est pareil. Donc Bijou rentre là-dedans. Nana Mouskouri et La Souris déglinguée, c'est pareil pour eux. Voilà. J'imagine. C'est une collection, elle est comme ça, donc il n'y a pas d'implication du groupe, il n'y a pas de création artistique là-dedans. D'accord. Donc juste 4 albums qui sont reproduits à l'identique au format CD, avec des pochettes qui ne s'ouvrent plus. Et voilà. Oui, on peut montrer. Parce que normalement, il y a 5 albums studio et un live, mais il n'y avait pas la place, c'est ça? Ah oui, la collection veut que ce soit 4 albums. Voilà. Donc c'est les 4 premiers, en fait. Voilà. Ils ont laissé tomber le premier studio. Voilà. Donc il y a Danse avec moi, c'est le premier, c'est ça? Ouais. Voilà. Le deuxième, c'est OK Carole. OK Carole. Avec Gainsbourg qui chante dessus. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Le troisième fait à Los Angeles. C'est pas dormir. Et le quatrième, il est où alors? Je le laisse au fond ou il n'est pas là? Le quatrième. Il est là. Ça s'appelle Jamais dompté. Jamais dompté. Voilà. Avec Rock à la radio. Voilà. Le fameux Rock à la radio. Ok. Donc, est-ce que tu revois les 3 autres d'abord?
Enfin, les 3 bijoux, les 3 musiciens. Il y a 3 musiciens. Il y a le guitariste Vincent Palmer qui travaille à Rock et Folk, avec qui je corresponds assez régulièrement. Dynamite et Doga, non. Philippe Doga, le bassiste, continue lui à chanter en employant le nom Bijoux. Donc c'est Bijoux SVP, c'est-à-dire SVP sans Vincent Palmer, voilà. C'est ça? Oui. Bijoux SVP, donc il fait le répertoire Bijoux plus des chansons nouvelles. Oui, enfin, non, mais tu disais mot Bijoux, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il avait demandé et on lui a donné. D'accord, ok. Et Dynamite? Et Dynamite, le batteur a disparu. Complètement. Voilà. Bon. On ne sait pas où il est ni ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'à l'époque, Bijoux revendiquait le mouvement punk ou non, ou pas du tout? Non. C'est-à-dire que sans le revendiquer, on était assimilé au mouvement punk comme tous les nouveaux groupes de la même génération. Oui. Que ce soit les Pretenders, Niclo, tout ça, ces gens qui n'avaient rien de punk, mais qui étaient englobés dans le mouvement punk. Oui. Parce qu'ils avaient les cheveux plus courts, une cravate, un peu d'énergie, voilà. Oui, mais ça avait rien à voir. Il y avait une explosion, il y a qu'après coup, on s'est dit que le punk, finalement, c'était pas ça. Le punk, c'est les Sex Pistols. Clash, Damned. Éventuellement Clash. C'est même plus vraiment ça, du coup, à cause de Exploited et tout ça. Le punk, c'est quelque chose de plus anarchisant, plus crête. Alors, pourquoi vous n'avez pas vendu autant d'albums que Téléphone, alors que vous étiez aussi populaire? C'est sans importance. Non, mais vous étiez aussi populaire qu'eux. T'as une explication ou non? Ouais, moi j'ai une explication. Je pense qu'il y a une responsabilité personnelle. Je pense que mes textes, par exemple, sont moins fédérateurs que ceux de Téléphone. Ouais, mais c'est toi qui les écrivais, les textes. Oui. Mais je pense qu'ils sont plus référentiels, plus obscurs et plus adultes. Oui. Ils sont plus obscurs. Oui, aussi, oui. Ouais, je pense que tout truc comme tout va très bien, je te tuerai, c'est la panique. Oui. Ces choses, ça s'adresse à une élite. Tu veux dire que tes textes s'adressent à une élite et que les textes de Téléphone, bon, c'était... Mais non, mais ils sont très bien aussi. Oui. Ils sont sûrement... Ils ont sûrement un deuxième degré que... Parce qu'il y avait un... Enfin, vous étiez copains à l'époque, mais il y avait une petite... Bon, il y avait un duel quand même. Peut-être pas un duel, mais il y avait Je pense que pour eux, on n'a jamais... Mais vous étiez aussi connus qu'eux à l'époque, quand on parlait de Téléphone, Bijoux. Oui, Bijoux faisait la couverture quand même de Rock et Folk, Best, bien sûr, c'est ça. Plein d'autres magazines, le Palais des Sports, etc. Oui. Non, c'était un grand groupe, mais il n'y a pas ce côté populaire. Déjà, l'image, tu vois, les lunettes noires, le machin. C'est un petit peu plus âgé aussi, c'est fait. La présence de Corinne chez Téléphone, qui était La présence d'une fille chez Téléphone, c'est quand même important pour pour l'adhésion. Et puis, bon, j'irai à New York avec toi, tout ça. Alors pourquoi pour toi, le rock français doit se chanter en français? Il se trouve que le rock'n'roll, c'est une musique américaine. Oui. Qui parfois est revisitée par l'Angleterre avec style. Oui. Donc c'est une musique anglo-américaine, disons. Qu'on s'approprie parce qu'elle nous plaît, mais il faut qu'on y apporte notre pierre à l'édifice, notre grain de sel. Et là, c'est dans les paroles qu'on peut franciser la chose. Et c'est une chose qui se fait depuis 1956. Macaque le faisait, Macaque le faisait très bien. Henri Salvador. Boris Vian, c'est ça? Claude Piron. Danny Boy, Les Chats Sauvages, qui tu veux. Qui vient demain d'ailleurs. Voilà, Danny Boy le faisait très très bien. Oui. Il chante le français, le rock'n'roll en français, sans aucun problème. Non, nous, là, on parle en français, on chante en français, on écrit en français. Tu as un sens de la nuance. Tu vois, le français a une valeur. Je ne vois pas pourquoi on chercherait à éteindre le français ou à le faire mourir. Moi, c'est plutôt l'inverse. Donc pour toi, un groupe de rock français qui chante en anglais, c'est pas possible, quoi. Comme les Dogs, je pense aux Dogs, par exemple. C'est un très bon groupe. Et quand ils ont fait 2-3 chansons en français qui, pour moi, sont les meilleures. Oui. Pour moi, pour nous. Mon cœur bat encore par les Dogs, c'est très bien. Ou Secret. Mon histoire n'est l'histoire de personne, et jamais je n'ai trahi un serment. Bon. C'est vrai. Ok. Alors, est-ce que tu as des souvenirs du... Oui, excuse-moi. Oui, je t'en prie, Jean-William. C'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, vas-y. Par exemple, quand Gainsbourg écrit « J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour en français, ça sonne. Si tu le mets en anglais, ça sonne plus, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Et l'inverse est vrai. Donc, notre français, il a une spécificité, une richesse, on n'a qu'à l'utiliser. C'est notre mine à nous, c'est notre mine d'or. Et si on aime le rock'n'roll, on le fait avec du rock'n'roll. Sinon, on le fait en chanson française, en reggae, en ce qu'on veut. Est-ce que tu as des souvenirs du festival rock de Mont-de-Marsan? Le premier ou le deuxième ou les deux? Les deux, oui, bien sûr. Ça vous a marqué? Le premier, on avait joué la veille au Nashville, qui n'était pas encore le Rose Bonbon. À côté de l'Olympia, c'est ça? On a traversé la France dans une camionnette, dans la grande tradition des groupes de rock. Est-ce qu'il y a eu un vrai déclic au festival de Mont-de-Marsan? Ça a aidé? Il n'y avait pas tant de monde, mais ça a été marquant, parce que c'est le premier festival punk. Alors c'était plus rock que punk. On va l'appeler punk. C'était organisé par les gens du coin, plus Marc Zermati pour la programmation. Oui. Et il y avait des groupes énormes, quoi. Il y avait les Dan, qui ont joué les deux fois.
les Clash, Nick Lowe aussi. Et c'est là où il y a eu un déclic pour Bijou là La deuxième année, en 77, Bijou est passé à une heure... avancée de la nuit. Juste après Dr Feelgood. D'accord. Les Jam n'ont pas voulu suivre parce que Feelgood avait placé la barre très haut, il y avait beaucoup d'excitation. Vous êtes monté derrière... Bijou a accepté, et du coup ça a été une explosion. Ils ont un peu volé le show. Ouais. Mais c'était très bien, quoi. Moi je suis un fan de Bijou. T'es un fan de Bijou, t'es un fan de toi alors? Non, mais le groupe, d'accord. Je suis extérieur au groupe quand je le vois, et ça représente vraiment ce que j'aime chez un groupe français, quoi. Il y a l'énergie, la créativité, ils y vont à fond, ça roule, c'est super, quoi. Dans Rock and Folk, là, il y a eu une interview de toi et de Vincent Palmer. Et Vincent dit Bijou a duré 7 ans et s'est arrêté du jour au lendemain. Ouais, c'est-à-dire ça a duré 7-8 ans, ça a duré ce que dure comme... un groupe de rock? Ouais, un groupe de rock, comme les Beatles. Les Beatles ont duré combien de temps? À peu près ça. Hein. Oui, ils ont duré 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Early 1970. Oui. Ils en ont eu marre l'un de l'autre ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite lassitude à l'intérieur du groupe, une lassitude vis-à-vis du public ou du public vis-à-vis de nous aussi. Ouais, il fallait s'arrêter. Parce que si on tourne en permanence, on faisait une tournée sans fin, comme dirait Bob Dylan. Oui. Et au bout d'un moment, les gens ne reviennent pas comme ça tous les 6 mois te voir. Il a fallu pouvoir laisser en jachère, faire un nouveau répertoire, arriver avec un nouveau show. Il y a une lassitude, quoi. Voilà, et puis on avait donné ce qu'on avait à donner, je pense qu'on portait. Maintenant, on va parler donc des albums, quand même, du coffret. Donc le premier, c'est Danse avec moi. Danse avec moi qui est là, voilà. Sorti donc en 1977, c'est ça? Ouais, début 77, c'est 6 mois avant le premier téléphone. D'accord. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Marie-France. Qui c'est Marie-France? Marie-France, c'était un personnage parisien, un artiste, qui travaillait à l'Alcazar beaucoup, qui travaillait avec Marguerite Duras dans le Navire Night, qui était dans Barocco, qui chante dans Barocco la chanson. Oui, et qui t'a inspiré apparemment. Et ouais, je voyais Marie-France le soir, et ça m'amusait. Et donc on a fait cette chanson, c'est un peu notre Lola à nous, le Lola des Kings. Lola des Kings, ok, d'accord. Parfait. Alors il y a une reprise de Dutronc, La fille du Père Noël. C'est voulu, c'est ciblé? C'est voulu. Oui. C'est un choix de Palmer. Oui. Parce qu'on justement voulait revendiquer le fait d'être héritier déjà d'une tradition de rock français. Tu vois, Michael, j'ai c'est un groupe de reprises. Vous aimez bien les reprises? C'est pas un groupe de reprises, mais on ne refusait pas la reprise. Voilà. On adorait faire ça. Alors pourquoi La fille du Père Noël? C'est une manière de montrer du doigt à un public plus récent, plus jeune, le nôtre, qu'il a existé des choses avant qui sont superbes. Et s'ils veulent, ils peuvent écouter Gainsbourg, Dutronc, Johnny, etc., les chaussettes. Ok. Donc La fille du Père Noël, c'est sur un riff quand même très Willie Dixon, quasiment. Oui, absolument. À la I'm a Man, le même que Gin Genney par David Bowie. Oui, ça ressemble d'ailleurs. Dans un magazine anglais qui était le Sounds, The New Musical Express. L'intro de votre reprise de La fille de Père Noël ressemble à... Bijou ressemble à... La fille de Noël par Bijou ressemble à Gin Genney et David Bowie. Et nous on a répondu, mais c'est un morceau de Dutronc qui date bien avant Gin Genney. D'accord. Les instrumentaux aussi, c'est très rock'n'roll. Il y a Poho, c'est l'instrumental. Poho, l'instrumental américain que les Chaussettes Noires avaient fait. C'était notre manière de faire un morceau des Chaussettes Noires sans faire le morceau chanté par Eddie Mitchell, parce que là, ça devenait difficile. Oui, donc vous avez fait un instrumental. Oui, l'instrumental, c'était un biais. Bon, après, il y a OK Carole. Deuxième album, voilà. Donc Les Papillons Noirs, duo avec Serge Gainsbourg. Alors Les Papillons Noirs, c'était donc une chanson de Serge Gainsbourg, c'est ça? Autre choix dû à Palmer, c'est que Les Papillons Noirs, c'était un morceau de Lynn de... Oui. Je vais dire Lynn Renaud, non, Michel Arnaud. Michel Arnaud, chanté par Michel Arnaud. Voilà, en 65 ou 66. Et sur l'original, Gainsbourg fait la deuxième voix, la voix grave. Absolument. Pour cette chanson, c'est ça? Oui. Non, pour le disque de Michel Arnaud. Ah, Michel Arnaud, d'accord, ok. Oui. Il fait la voix grave pour cette chanson qu'il avait offerte à Michel Arnaud, qui était sa première employée. Donc Vincent Palmer a voulu... Son premier employeur, pardon. Vincent Palmer a voulu la même chose sur la version de Bijou. Et ça s'est fait. Grâce à notre attaché de presse, qui était le même pour Gainsbourg et pour Bijou. C'était moi, non? C'était toi. C'était moi, attaché de presse de Gainsbourg et de Bijou. Donc je vous ai présenté. Voilà. Je l'ai ramené aussi la relation s'est faite. Et Gainsbourg a accepté. Et la version est magnifique. Magnifique. Du coup, Et c'est une version un peu... pas progressive, mais avec les guitares à l'envers, la batterie, tout ça. Oui, c'est bien, c'est très très bien sur Rock et Carole. Bon, après, vous avez
collaboré encore avec Serge Gainsbourg, vous l'avez fait monter sur scène. Du coup, là, voilà, ils avaient dit au lieu de faire des vieilles chansons, je vais vous en faire une nouvelle. Oui. Betty Jane Rose. Betty Jane Rose, qui était un single de Bijoux, voilà. C'est ça. Oui. Et de fil en aiguille, il est venu sur scène. Le premier concert avec lui, c'était à Épernay, je me souviens. À Épernay, au Royaume du Champagne. Oui. Il y en a eu pas mal. Mais c'est grâce à vous non, mais c'est grâce à vous que Gainsbourg a fait de la scène quand même. Il avait quitté le cabaret depuis plusieurs temps. Ce qu'il a fait, c'est grâce à lui-même d'abord, mais oui, on a été un petit déclic. Okay. On l'a beaucoup incité à revenir, il est venu répétition. Oui, je me souviens. Quelle chanson il faisait sur scène à Épernay, à Mogador? Alors, de manière étonnante, est-ce que les gens savent peu, il faisait Aux armes, etc. avec nous. Oui, absolument. Mais version rock avec vous alors. Oui, mais bien reggae. avant que sorte l'album reggae oui, exact. avec les Wellers. L'album n'existait pas, il faisait Aux armes. En revanche, il ne faisait pas les papiers noirs, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Pourquoi? Il ne voulait pas? Vous ne lui avez pas proposé? Non, bah, on a fait des vents, des Pédépoum, Relax Baby Be Cool, des choses comme ça. Et on a fait en revanche les papiers noirs avec lui pour une émission de télévision de Jacques Martin, qui s'appelait Musique. Bien. Tu l'as la version? Elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, bah, c'est parfait. Alors, Art majeur, c'est une chanson, c'est quoi pour toi, Art majeur? C'est Croisade en mineur, oui. C'est pas moi qui ai fait les paroles. C'est qui? C'est Palmer et Dynamite. D'accord, ok. Il y a Pic à glace aussi, c'est quoi? C'est Trotsky, Pic à glace, c'est ça? Oui. C'est Trotsky qui est mort? Non. C'est pas Sharon Stone. Oui, il a été tué oui. par un pic à glace, Trotsky. Donc ça t'a inspiré, c'est ça? Oui, je me suis dit que c'était une manière de... À l'époque, je me sentais un peu trotskiste. Oui, tu l'es plus maintenant, non? Plus trop, non. Oui. Moins, beaucoup moins. Tu es à l'abri du trotskisme. Anarcho-trotskiste. Anarcho-trotskiste, voilà. Et alors l'ingé son, à partir de Axel, la bande de Rock & Roll, c'est quoi cette histoire l'ingé son? Non, enfin ça c'est une histoire à Palmer. Oui, mais j'ai lu ça dans quelques infos. Moi j'ai suivi la bande de A à Z et jusqu'à la... Ok. Et je l'ai peut-être un peu accéléré pour donner justement cette énergie punk, tu vois, pour exagérer la rapidité donc des morceaux. Donc c'est l'histoire de Palmer, ça. Et lui, quand il a voulu rejouer le morceau en l'accord de guitare normale, il a vu que on n'est pas à l'accord sur le disque, il s'est dit « Ah, c'est accéléré », mais bon, c'était un chouïa, et puis maintenant c'est redevenu normal. Alors, il y a le troisième album, Pas dormir. Alors là, c'est produit par les Sparks. Oui, à Los Angeles. Un duo, les frères Mel, un duo américain. Ron et Russell Mel, oui. Voilà. Comment vous avez rencontré les Sparks? Complètement différente. Comment vous avez rencontré les Sparks? Les Sparks venaient à Paris en concert et grâce à l'attaché de presse de Philips. Ah, c'était moi, non, que vous avez rencontré les Sparks? Non, mais comment ça... On les a rencontrés, les a interviewés, on a sympathisé, et quand on a cherché un... Non, mais... le groupe voulait travailler avec un producteur différent. L'univers des Sparks, c'était quand même assez loin de l'univers de Bijoux, quoi. Mais justement, c'était le but. Oui, d'accord. Parce que si on demandait à quelqu'un qui faisait la même chose que moi, il n'allait pas y avoir une différence énorme. Non, c'est vrai. On suppose, du moins. Alors, donc là, ils allaient amener un truc différent. Et, tu vois, on voulait avoir un... Je sais pas, on était influencé aussi par le fait que le disco, les choses comme ça, avaient un son différent de nous. Oui, tu voulais un peu... on n'aurait jamais employé le mot disco parce que c'est tabou, mais eux travaillaient avec Moroder et tout ça. Il n'y avait jamais eu de orgue et de piano sur les disques de Bijoux? Non. C'était la première fois. On avait eu orgue dans Je pense à toi, avec des cuivres aussi, mais pas ce côté piano. Alors tu étais visionnaire quand même, parce que c'était en 1979, il y a une chanson qui s'appelait Troisième Guerre mondiale. C'est en ce moment, non? Et oui, malheureusement. Ouais. Oui, parce que dans tous les pays, il y a un problème avec ces gens-là. Hein. Et alors il y a une chanson qui s'appelle Je ne t'oublierai jamais, et qui est dédiée à Edith Piaf, c'est ça? Enfin, c'est un souvenir que tu as... Moi, je l'ai dédié d'abord à Gene Vincent. Oui. C'était mon souvenir d'un concert qui m'a marqué, de Gene Vincent au Palais des Sports. Ouais. Et ensuite dedans, je cite Jezebel, parce que Jezebel a été aussi chantée par Edith Piaf et aussi par Vince Taylor. Je me suis dit, du coup, on peut englober dans cet hommage les trois artistes. Ok. Que ça devienne un peu plus universel. Mais en réalité, c'est quand même principalement pour Gene Vincent. Et puis après, on arrive à jamais dompter, alors, quand même. Hein. Et on parle de sa tenue de cuir noir, sa chaîne, sa manière de regarder vers le projecteur là-haut. Enfin, c'est très Gene Vincent, ça. Oui, alors c'est plus Gene Vincent qu'Edith Piaf. C'est pour ça que c'est peut-être moins commercial que Téléphone. Et le dernier du coffret. Le dernier du coffret. Jamais dompté. Ça, c'est un son très rock'n'roll, par contre. Là, du coup, ça revient... Un gros son, guitare, basse, batterie, c'est voulu, je suppose. Oui, c'est très produit. Enfin, très produit au sens... Voilà. Oui. On a travaillé le son, c'est à Superbert, un studio qui était au-dessus de Nice, à Berre-les-Alpes. C'est pour ça que le studio s'appelle Superbert. D'accord. B-E-A-R au lieu de B-E-2-R. Alors, il y a le titre, c'est Rock à la radio, enfin le single. Rock à la radio, c'était le single qui a marqué, mais il y a pas comme vous, par exemple, qui a un très gros son, qui est très, très intéressant. Moi, j'aime bien tous les morceaux là-dessus. Oui, tu t'aimes bien, toi. Tu aimes bien ce que tu fais en général. Hein. J'aime bien ce que je fais. Je vais l'aimer comme toi, c'est... Je vais l'aimer comme toi, c'est un... Tu vises un mec ou... Non. Non?
Non, c'est comme ça, quoi. Ouais. Non, les mecs comme ça, quoi. Ouais, tu vois, les mecs qui... Voilà. Ouais, les mecs qui viennent faire... qui nous emmerdent un peu. Ouais, d'accord, okay, les mecs qui font chier. Ils ne veulent pas être mal incorrect, mais... Ouais. Un peu comme les mecs de vendredi soir, quoi. Je veux les mecs comme ça, ouais. c'est sûr. Bah, oui. Bon, ben voilà. Coffret, allez-y, hein, c'est un bon cadeau de Noël. Joli, ouais, c'est pas très cher, je crois. Bon, alors, parce que tu fais plein de choses, toi, Jean-William. Hein? Multicarte. Multicarte. Et tu, Jukebox, qu'est-ce que tu fais à Jukebox? Tu es directeur de... Je m'occupe des informations sur les télégrammes des premières pages, tout ce qui est actualité. Oui. Et aussi des chroniques de disques et quelques articles de fond de temps en temps. Alors, comment tu définirais Jukebox? C'est pour les passionnés de musique. De rock'n'roll uniquement ou... Rock et chansons, et surtout années 50, 60, 70, principalement. Les collections de disques aussi, puisqu'on a toujours des Argus. Et des, c'est un Argus, des historiques. Ça. Ouais. Mais c'est quand même hyper ciblé, quoi. Parce que quand on est avec les pirates à la une, c'est quand même en cours. C'est risqué, ouais. C'est risqué parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent les pirates, quoi. Les gens savent ce qu'on aime comme ça, quoi. Et, on a des gens qui aiment ça aussi, qui nous soutiennent. Oui, je sais, moi j'aime bien, mais bon... Ça fait quand même plus de 30 ans que ça existe. Oui, plus de 30 ans. Alors il y a aussi le CIDISC, c'est organisé par le... Alors c'est quoi le CIDISC? Jukebox organise le CIDISC 3 fois par an, c'est la Convention internationale du disque de collection. Voilà, donc on peut s'y rendre. Là, ce sera mi-janvier. Alors on peut se rendre avec ces vinyles, on peut les vendre, les acheter, on peut les trouver surtout. Ouais. Vinyles, compact disques, vidéos, affiches, livres, tout ce qui concerne On peut en acheter, en vendre, comment ça se passe? Le marché du disque, quoi. C'est plein de stands pour en acheter, mais si on veut venir en vendre, en proposer aux marchands ou à des gens, comme ça on peut. Ouais. Et c'est tous les 3 mois, c'est ça? Non? 3 fois par an. Oui. Là, le prochain, c'est en janvier. Ah bon? Je vais y aller. Ensuite, il y a au printemps et en octobre. D'accord, je vais y aller peut-être alors. Il faut venir. Il y a plein de chanteurs d'époque qui viennent. Ouais. C'est aussi un grand rendez-vous, quoi. Des musiciens, des gens se retrouvent. C'est très sympathique. Ok, merci Jean-William alors. C'est moi qui te remercie. Voilà, on va remontrer peut-être la pochette. Du coffret. Du coffret quand même. C'est quoi d'ailleurs la photo? Photo de Pierre Terrasson. Pierre Terrasson qui est aussi membre du JJDA, qui vient souvent. Ah ben voilà. C'était un photographe qui a fait plusieurs reportages avec Bijoux. Ouais. C'est un de ses reportages. Ok. Sinon, les autres photos sont de Jean-Baptiste Mondino. Jean-Baptiste Mondino. Voilà. Bah oui, magnifique. Sauf celle-là qui est de Irina Ionesco. Très bien. Photographe émérite. Émérite et star. Et star. Bon, Jean-William, merci d'être venu alors au JJDA. Merci. Non, tu peux rester là. Hein. C'est vrai. Je vais me déplacer pour lancer la pub. Ok. Tu veux me regarder lancer la pub ou... Oui, j'attends ça avec impatience. Tu l'attends avec impatience? Bon, à bientôt. À bientôt, Jackie. Ciao.